Je me permets d'excuser le départ qui était programmé de notre modérateur François-René Pruvot, qui était rappelé au ministère, toujours dans le cadre de cette CNIPI qu'il occupe depuis une dizaine d'années. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à M. Peng pendant la durée de l'installation de René Adam? Une question sur la technique des hépatectomies de l'extrême? Ou alors on posera les questions après René? After we make a global discussion, you agree? Ok. Monsieur le So, Président, you may start. Vas-y, René. mes chers collègues, donc, je vais vous parler de façon, je dirais, assez ciblée des avantages de cette nouvelle technique. Parce que comme vous le savez, nous chirurgiens, dès qu'il y a une nouvelle technique, tout le monde se précipite sur cette nouvelle technique en disant c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc je vais essayer de faire une analyse la plus objective possible, de replacer cette technique du ALPS, Associated Liver Partition, à celle de l'hépatectomie en 2 temps. Alors tout d'abord, la sélection des patients. La sélection des patients, très clairement, on a affaire là avec ces techniques aux malades les plus graves. Aux malades les plus graves, ce sont ces malades que vous voyez ici, où le foie le moins atteint, très souvent le foie gauche comme vous le savez, contient plus de 3 nodules, plus de 3 cm, et on ne peut pas utiliser ni une embolisation portale, ni une technique d'hépatectomie avec radiofréquence. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de considérer une hépatectomie en 2 temps. Effectivement, et cette hépatectomie en 2 temps, elle s'adresse à des patients qui ont une maladie extrêmement agressive avec des facteurs pronostiques très défavorables, ce qui fait que tous ont une chimiothérapie préalable. Alors, les principes de chaque procédure. L'hépatectomie en 2 temps, vous la connaissez tous. En gros, elle repose sur le principe que c'est 2 hépatectomies séquentielles qui ont pour but de réséquer tout le tissu tumoral lorsqu'une seule hépatectomie ne peut pas le faire. Et elle utilise la régénération entre les 2 temps, et c'est une opération qui est planifiée dès le premier temps. Et vous avez ici l'illustration. Il est clair que vu la petitesse du foie restant, si on opère ce malade, il va décéder d'une insuffisance hépatique. Donc ce qu'on avait fait, c'était donc le foie droit comme première procédure. On fait une hépatectomie droite, on attend l'hypertrophie du foie, qui est, vous voyez, assez conséquente, notamment pour le futur foie restant, qui passe de 155 à 440, et secondairement, on fait une lobectomie gauche. Et le malade se retrouve avec 2 seuls segments qui s'hypertrophient, et voilà. On a modifié notre technique dans la mesure où du foie droit premier, on fait maintenant le foie gauche premier. Foie gauche premier, comme vous voyez, on résèque toutes les tumeurs du foie gauche. Ça permet de coupler cela à une embolisation portale, une ligature de la branche portale droite et une embolisation dans le même temps. Et l'avantage de ça, c'est que c'est une hépatectomie limitée. Et donc, chez les malades qui ont des métastases hépatiques synchrones d'une tumeur colique, ça permet, dans le même temps, de faire la colectomie, ce que l'on ne peut pas faire si c'est une hépatectomie majeure, parce que, comme vous le savez, hépatectomie majeure et résection du primitif, ça fait très mauvais ménage en termes de mortalité. Alors, voilà schématiquement comment ça se passe. On attend en moyenne 2 mois. On voit, donc, on fait l'embolisation, la ligature de la branche portale droite. On clear toutes les lésions du foie gauche. On se retrouve avec ça. Et puis, le foie gauche va s'hypertrophier au bout de 2 mois. Et dans un deuxième temps, on va retirer tout le foie droit qui contient le maximum de lésions. Le seul handicap de ça, c'est que ça dure en moyenne 2 mois. 2 mois, voire 3 mois. Et là-dessus vient le HALS, c'est intéressant parce que c'est une technique qui a été découverte par hasard, et c'est un chirurgien allemand qui, un jour, a voulu faire une hépatectomie et puis s'est aperçu que le foie restant était trop petit. Et il avait déjà fait son hépatotomie, et il s'est dit, je vais quand même laisser mon foie, le foie qu'il voulait enlever, il était encore vascularisé par l'artère, et il a dit, je préfère en rester là, parce que sinon, c'est la vie du malade que je vais mettre en jeu. Et il a eu la surprise de constater qu'une semaine après, eh bien, le lobe gauche, qui était la seule partie saine du foie, s'était considérablement hypertrophié. Et effectivement, cette technique montre qu'après seulement 9 jours, non pas 2 mois comme la technique initiale du 2 temps, mais seulement 9 jours après, en moyenne, le foie
contralatérale s'hypertrophie de quasiment 74% en moyenne. Et effectivement, là vous voyez qu'on passe de 4 à 8 semaines à seulement 9 jours. On obtient le même effet, voire plus, en termes d'hypertrophie. C'est un nouveau concept, hein. Faut bien se placer dans... C'est quelque chose qui change totalement le concept de la chirurgie hépatique. Et on peut faire le deuxième temps, à la limite, au cours de la même hospitalisation. Alors, les avantages. Si on voit les avantages de l'une et de l'autre des techniques, clairement, quand on fait un HALS, c'est-à-dire qu'on fait une hépatotomie associée à la ligature de la branche portale du foie qu'on va enlever secondairement, eh bien, vous le voyez ici, eh bien, on gagne très significativement en termes de vitesse d'hypertrophie du foie restant. Il n'y a pas photo. Clairement, on y gagne. Et vous avez ce type, eh bien, d'observation que je dois donc à Eduardo de Santibáñez, de ce foie-là, considéré comme insuffisant. Vous avez 9 jours après, eh bien, ce foie restant qui est considérablement hypertrophié, et vous imaginez que vous pouvez faire très facilement votre hépatectomie droite sans aucun risque d'insuffisance hépatocellulaire. Et ça, c'est un de nos cas que nous avons fait, également par la technique de HALS. Vous voyez, c'est des malades qui ont des tumeurs extrêmement avancées, avec un lobe gauche non seulement de petite taille, mais qui contient en plus des lésions. Et donc, ce malade, on l'a traité par cette technique. Le lobe gauche restant s'est bien hypertrophié après, eh bien, cette technique de HALS, et vous voyez qu'on a gagné, il est passé de 36 à 48% du foie restant, et le gain a été de plus 78%, en accord avec ce qui est montré dans la littérature, et le malade a eu, pour ce malade-là, des suites simples, et à 7 jours seulement après le deuxième stage. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui que les avantages de cette technique, ils sont évidents, c'est que, eh bien, on arrive à réaliser la deuxième résection 9 jours après dans quasiment 100% des cas. En revanche, dans l'hépatectomie en 2 temps, ce n'est pas du tout le cas. Parce que là, on ne se presse absolument pas. On ne se presse absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on a des malades qui sont multitumoraux, multinodulaires, et donc on va très souvent faire une chimiothérapie d'intervalle entre le premier et le deuxième temps, et ne faire le deuxième temps que quand on est sûr que la maladie métastatique est contrôlée. Donc, il y a au moins 2 mois d'intervalle, et il y a le test de temps pour être certain que d'autres nodules réapparaissent pas, qui contre-indiqueraient la chirurgie, parce qu'on sait que lorsqu'on opère ces malades qui sont en progression tumorale, le bénéfice de survie est très significativement diminué par rapport à une maladie contrôlée. Et on sait aussi, et ça c'est l'expérience des auteurs de Genève, qui montre qu'entre les 2 temps, on a si vous voulez, un espèce de halo de tissu tumoral. Ça se nécrose souvent au centre, mais le halo de tissu tumoral en périphérie des tumeurs a tendance à grossir, raison de plus pour considérer une chimiothérapie d'intervalle. Bref, quand on considère l'ensemble des 2 temps, et ça c'est une révision globale de la dizaine de séries la plus importante publiées dans la littérature, vous voyez que seulement 77% des patients ont le deuxième temps. Ça veut dire au bas mot que 23% des patients pour lesquels on a considéré une hépatectomie en 2 temps ne vont pas avoir le deuxième temps, parce qu'ils vont progresser dans l'intervalle. Ce que ne fait pas le HALS, puisque par définition, on opère le malade 9 jours après. On ne peut pas, à moins d'avoir une récidive sur table, c'est très difficile de pouvoir observer ça. Alors, le point, c'est que, juste un mot sur notre expérience, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Vous voyez que dans notre expérience, la faisabilité, elle est seulement de 2/3 des patients. Autrement dit, 1/3 des patients n'ont pas le deuxième temps. Mais quand on considère cela, on aurait tendance à dire, mais finalement, à Paul Brousse, on fait nettement moins bien que dans le reste de la littérature. Le seul problème, c'est qu'il faut voir à quel malade on a affaire. Et je vous montre simplement les caractéristiques de notre population du 2 temps. Vous voyez que ce sont des malades qui sont pratiquement tous synchrones, qui ont un ACE à plus de 1000, qui ont une moyenne de tumeur à plus de 10 nodules, une taille tumorale à plus de 5 cm, et qui, dans un quart des cas, ont des métastases extra-hépatiques. Donc ce sont vraiment des malades qui sont, qui ont une maladie extrêmement étendue. Et donc, si on considère maintenant les facteurs, hypertrophie, test de temps, faisabilité, hospitalisation, voyez le 2 temps classique, et voyez le HALS, indiscutablement on gagne avec le HALS en termes d'hypertrophie, on gagne en termes de faisabilité, au moins initiale, on gagne en termes d'hospitalisation, et clairement,
on peut dire avantage ALPS. Deuxième point de considération, c'est le risque. Et le risque, eh bien, on le connaît très bien pour l'hépatectomie en 2 temps. En ce qui concerne le premier temps, eh bien, il n'y a quasiment aucune mortalité et 17% de risque de complications. Et pour le deuxième temps, là, le risque est un peu plus important. En moyenne, dans la littérature, il est de 3% et il est de 40% pour les complications. Et si on met ça en parallèle avec le ALPS, eh bien, le ALPS, la publication originale, a fait état de 12% de mortalité opératoire. Et cela a valu, je dirais, dans l'expérience de plusieurs centres, vous voyez que ça pouvait aller jusqu'à 20, voire presque 30% de mortalité opératoire. Et du coup, ça a valu dans la littérature un nombre extrêmement impressionnant de lettres qui questionnaient toutes, je dirais, l'intérêt de cette nouvelle approche, de par le risque qu'elle pouvait représenter pour les patients. Et vous voyez comment peut-on de façon saine, entre guillemets, escalader les ALPS. Alors, on en sait aujourd'hui un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de learning curve, et aujourd'hui, on sait que la mortalité est un peu moins importante, et sur la première série globale de tous les ALPS réalisés dans de très nombreux centres, la mortalité n'est que de 9%, mais elle reste quand même très significativement plus élevée que celle du 2 temps, et cela est même montré par de fervents, je dirais, partisans du ALPS, comme l'équipe de Zurich, et vous voyez ici que la mortalité opératoire, elle est de 3,7% ici, elle est de 15% ici, et on retrouve la même chose pour la mortalité à 3 mois, indiscutablement, la mortalité est plus élevée. Donc en termes de mortalité et complications, là, on aurait tendance à dire avantage 2 temps. Alors maintenant, le dernier élément qui est important à considérer, c'est la survie. Alors la survie, vous voyez, ça, ce sont nos résultats du 2 temps classique. 2 temps classique, vous voyez, en moyenne, en incluant tous les patients, y compris ceux qui ne vont pas avoir le deuxième temps, on a 32% de survie à 5 ans, mais clairement, cette courbe se subdivise en 2 courbes totalement différentes. Celle des patients qui ne vont pas avoir le deuxième temps, que vous voyez en bleu, et pour lesquels les résultats sont extrêmement mauvais, et celle des malades, les 2 tiers, qui vont avoir les 2 temps, pour lesquels on a 41% de survie à 5 ans. Et quand on regarde la littérature, ce sont exactement les mêmes chiffres que l'on observe. En tout cas, pour les malades qui ont les 2 temps, 42% de survie à 5 ans. Qu'est-ce qu'il en est pour le ALPS? On peut difficilement se prononcer aujourd'hui. Il semblerait que les survies soient à peu près similaires, mais on ne peut pas, compte tenu du faible follow-up des patients, dire que la survie est comparable à celle du 2 temps classique. Et il reste que des études comparatives ont été faites qui montrent en gros qu'on peut faire une résection complète de façon plus importante que l'hépatectomie en 2 temps classique, mais que, indiscutablement, la mortalité est plus élevée. Alors, juste un point, parce que nous n'avons pas été dogmatiques, donc à Paul Brousse, et on a considéré le ALPS comme l'hépatectomie en 2 temps, et on en a fait 17 en même temps que 122 hépatectomies en 2 temps. Et je vous montre simplement les résultats en intention de traiter, c'est-à-dire en incluant y compris les malades qui ne pouvaient pas avoir le deuxième temps. Il ressort de notre expérience, en l'état actuel des choses, on n'a fait que 17 ALPS, donc on a encore une courte expérience, mais il ressort de cette expérience que la survie du ALPS est, en intention de traiter, significativement moins bonne que celle de l'hépatectomie en 2 temps, et cela est essentiellement lié à une récidive précoce des malades, parce que certainement, on va plus vite, mais la récidive arrive de façon également rapide, et vous voyez qu'on a fait un score de propension pour justement matcher au maximum les malades, et malgré ça, on retrouve exactement les mêmes résultats. Donc, les résultats à long terme du ALPS, vous voyez qu'on n'est pas les seuls à rapporter ça, il semblerait que le risque de récidive tumorale précoce est extrêmement important, et donc, pour revenir à l'ensemble de la comparaison, vous voyez qu'on peut dire qu'en termes de survie, elle est similaire au mieux pour le ALPS, mais il y a probablement un avantage aux 2 temps en termes de survie sans récidive.
Donc, que conclure de cette expérience préliminaire et de cette revue de la littérature? C'est que le HALPS induit indiscutablement une régénération hépatique beaucoup plus rapide et une faisabilité plus importante que le 2 temps classique, que néanmoins ça ne permet pas la sélection des patients, que la mortalité et le risque périopératoire est beaucoup plus important avec le HALPS qu'avec le 2 temps classique, et que les survies à 2 ans paraissent similaires, mais probablement inférieures en termes de survie sans récidive. Et donc, la meilleure faisabilité du HALPS ne paraît pas se traduire, je dirais, à long terme, dans un réel bénéfice de survie, puisqu'on s'aperçoit que les malades ont tendance à récidiver plus fréquemment. Et donc, il n'y a, en mon sens, aujourd'hui, aucune raison de généraliser le HALPS à l'ensemble des indications d'hépatectomie en 2 temps. Des indications existent, et je dirais les bonnes indications du HALPS, c'est la nécessité d'une hépatectomie très étendue, avec un tout petit foie restant, ou lorsque l'embolisation portale est insuffisante, là ça peut être une très bonne indication du HALPS. Alors, donc une meilleure sélection des 2 temps permet aussi d'espérer de diminuer le drop-out que l'on peut observer après le premier temps. Est-ce qu'il faut faire une étude randomisée? C'est ce qu'a choisi, la voie qu'a choisi l'équipe de Zurich, mais je crois savoir qu'ils ont une certaine difficulté pour inclure les patients, parce que les chirurgiens considèrent qu'il y a des indications pour les 2 techniques. Je vous remercie. Merci. René, tout est clair, je crois. On a un tout petit peu de temps pour une légère discussion. Please, Professor Peng, may you come back for discussion? And I open the discussion. Jean Lubrano. Microphone, monsieur le secrétaire général. Please. Vas-y. Merci monsieur pour ces présentations. Ma question, parle dans le micro. Ma question se posera donc à monsieur Adam. En fait, quand on regarde ceux qui sortent de liste et ceux qui meurent, en fait, on n'a pas un avantage pour le HALPS par rapport aux 2 temps. On revient au même, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus qui meurent et certains qui sortent. En fait, quand on part de 100, on arrive au même chiffre. Ma question, elle est sur l'impression qu'on a de meilleure hypertrophie après le HALPS. Est-ce que, à votre connaissance, on a déjà essayé à 10 jours d'opérer des malades après une embolisation? Parce qu'en fait, on se base sur une hypertrophie volumétrique. On n'a pas d'idée de la fonction hépatique. Est-ce qu'il y a eu des cas, je sais qu'on ne pourrait pas les randomiser, mais est-ce qu'il y a eu des cas de malades embolisés opérés à 10 jours ou à 12 jours, comme dans le HALPS, et sur une embolisation portale? Et si effectivement, en fait, l'absence d'hypertrophie était effectivement une absence d'hypertrophie fonctionnelle? C'est une question intéressante, mais je dirais que c'est 2 concepts totalement différents. Pourquoi? Parce que les principes de la chirurgie oncologique, c'est, avant toute intervention, de contrôler la progression du processus tumoral. Et on sait tous que quand on opère un malade qui est en flambée tumorale, les résultats ne vont pas être bons. Et donc, c'est vrai, la question que tu poses, elle est réelle. Je pense que probablement certains patients qui s'hypertrophient assez rapidement pourraient être opérés peut-être 15 jours dans le cadre d'une hépatectomie en 2 temps classiques. Mais le principe du 2 temps, c'est on n'est pas pressé, c'est de se donner le temps d'être certain que le malade a une maladie contrôlée par la chimiothérapie avant de procéder à chaque geste chirurgical. Sachant que 2 gestes chirurgicaux, comme vous le savez, ça a un effet immunodépresseur et que ça peut faire flamber un processus tumoral latent. Mais voilà, donc c'est possible en tout cas. Jean-Louis? Alors, je ne suis malheureusement pas un spécialiste de la chirurgie hépatique et je le regrette, mais j'ai eu le privilège, entre guillemets, d'être assistant de Claude Couineau en 1970. Donc je connais bien la physiologie du foie, l'anatomie du foie. Nous en avons pas beaucoup parlé entre nous. Alors ce que je veux simplement préciser, c'est que votre croissance extrêmement rapide du foie restant, que vous avez, ce morceau de foie, elle est due à l'irrigation du sang veineux. C'est le sang porte qui est une véritable entrée et qui nourrit votre morceau. C'est pas l'artère, c'est le sang porte. Et c'est la raison pour laquelle votre technique est excellente, parce qu'elle développe cette arrivée, elle envoie directement le sang porte uniquement dans un petit morceau qui se développe très rapidement. C'est pourquoi votre technique est remarquable.
Merci, Ok. merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour ce commentaire. Dr. Turgun from Okay, Guruchi. thank you very much. It's my great honor to be here. And first of all, I would like to introduce myself. I am the PhD student of Professor Wen, and who gave a very great lecture about the viral liver resection. Of course, the ALPS is very hot spot in recent years, and it's quite clear since the Makauchi has invented the PVE to the two-stage hepatectomy and then the ALPS, and we saw the hybrid ALPS and even some two-stage techniques. But I would like to quote a saying about to be or not to be, that's the question. And for surgeons, I think there is no unresectable tumor, but only intolerable liver. So the main topic, both the Professor Peng and both of you, is the very core issue about that liver regeneration. And recently published in the Annals of Surgery by the Clevian in 2014, they have a revealed underlying mechanism about a liver regeneration after the ALPS, because they have established very great model and a very comprehensive, and both the ALPS and both the ablation and both the very standard conventional hepatic resection. And the conclusion they draw about that the ALPS gave the reason of the hepatic liver regeneration, the main cause of the inflammatory cytokines such as interleukin-6 and TNF-alpha, and the very pathways we're calling about the MYD88 and the NF-kappa B, this path stream. So this is why can claim together with Professor Peng's. What they did is about a technical tournament, about the liver tournament, so that the collateral circulation between the two lobes is blocked. So this is the reason why liver can regenerate. But the main problem is that for the ALPS, the history is so short, it's too young to say about which is better and which is not better. So the very good procedure I think they are doing is about the ALPS registry, alps.com. So they are including a lot of surgeons and centers to be included, and more than 30 countries they have registered, and the recently published paper about the ALPS in the retrospective so that meta-analysis. But what I pity about that is that the lack of post-TFT randomized clinical trials. So this is a very important information about surgeons around the world to do more about ALPS. Maybe there is the real answer. ALPS, yes, that's very good opportunity for some unresectable, of course not intolerable liver cancers, and two-stage liver resections may be the option. So I think from my point of view, I'm strongly advocate the ALPS, and it should be some highly studied. Of course, as your center is the hepatobiliary center, so I think it's very important to dig out the mechanism underlying the ALPS, and so that a lot of patients and a lot of surgeons can have the benefit from that. So thank you very much. I got a lot of new information, and thank you. Thank you for your comment. Professeur Chapuis, une très brève question. Le micro. Allez-y. A-t-on des informations pour savoir, en termes d'évolutivité et de gravité d'une tumeur, si l'étude de la génomique tumorale ou individuelle est de nature, dans l'avenir, à permettre de trancher entre les formes évolutives de ces cancers? Bien sûr. Oui, c'est une excellente question, et aujourd'hui on sait qu'il y a un certain nombre de marqueurs de biologie moléculaire, le RAS, le BRAF, commencent à ouvrir la voie de cette biologie moléculaire qui va être très utile pour nous chirurgiens, parce qu'on a vécu pendant des années sur le nombre et la taille, et on savait qu'un certain nombre de choses nous échappaient. Il faut porter l'espoir maintenant que dans les années qui viennent, avec les vraies cartes d'identité moléculaire des tumeurs, on pourra se dire peut-être, cette malade, il faut l'opérer, cette malade, il ne faut pas l'opérer. Et je rejoins tout à fait votre point de vue, ça va être fondamental probablement dans un très proche avenir. My last question for Professor Peng. Professor Peng, thank you for your lecture. My question is about the mortality, the high mortality rate of the ALPS procedure. Are you okay with this result, or your results are better than those presented by René Adam? And my other question is about your innovation about the hanging maneuver to make ligation and not transection of the liver parenchyma. Can you explain to the audience what is your opinion about that? Mortality and ligation based than section. Yeah, thank you very much. The mortality is literature
reported is really incredibly high, too high. Because of the result of the complication, especially the by leak, because the two surface of the cut surface was immersed in the abdomen, and with the, if in case it become infected, they will be very serious, and it bring about the mortality, very high mortality. So our idea is to avoid the surface, cut surface. That's the idea. About the mortality in our group, I reported in one hospital, in Sorrento Hospital. But if we include the other two hospitals in People's Mandibular Hospital and the second hospital, all together we have the more than cases. One died, so the mortality is 10%, around 10%. Still too high compared to your two states. So maybe your two states, the operation have some superior in some respect. But so the selection of case for the ALPS is really very important. It's really very, very, very important. We have to be very careful to select the patients for the candidate of the. Your impression is to have a higher rate of recurrence or not? The recurrence, but in the colorectal cancer is high. Colorectal, but in our observation, the short-term follow-up for the SCC is not too bad. Is not too bad. For colorectal rectum, it seems to be higher. So about the liver band and tourniquet, because there have been some mechanism of the hypertrophy. There may be many factors. One of the factors, some surgeons mention about the cut surface, because the cut surface induce some factors to the hypertrophy. But actually, without the cut surface, in some other method, they also induce the dramatic hypertrophy. So that might not be the main cause. Might not be main cause. Okay. We found that the perfusion of the hepatic vein might be the main cause. Merci beaucoup de votre patience. On a débordé largement le cadre habituel, mais vous comprenez que nos amis chinois ayant fait 20 000 km avec l'aller-retour spécialement pour cette session, je me suis permis de leur accorder quelques minutes supplémentaires. Vous avez pu voir aussi que les générations en Chine se suivent et travaillent de manière très scientifique et sérieuse. Vous avez eu le professeur Peng, qui reste une valeur dominante de la chirurgie hépato-biliopancréatique chinoise. Ensuite, le professeur Wenhao, la génération intermédiaire. Et le professeur Zhu, la nouvelle génération des chirurgiens hépato-biliopancréatiques chinois. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la France, terre d'innovation de l'orthopédie. Merci à tous. Bonne soirée.